Bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, Martine, bonjour à toi. Bonjour Christian. Donc, aujourd'hui, notre séance est un peu particulière par rapport aux personnes que nous avons invitées jusqu'alors, puisque c'était essentiellement des acteurs, selon le titre même du webinaire. Les acteurs en parlent, mais là, on a considéré, bon, en faisant un effort, disons que parmi les acteurs, il y a le public, parmi le public, il y a des jeunes chercheurs, donc, voilà, par capillarité, donc nous pouvons aussi recevoir des étudiants. Voilà, donc Alexis, qui est donc à droite sur l'image. Alexis a d'abord suivi un cursus en classe préparatoire donc, à Cinésup de Nantes, qui est une des meilleures écoles en fait, de préparation au concours à des écoles de cinéma. C'est quand même plutôt la destination de cette classe préparatoire. Euh, où parmi les enseignants se trouve Jérôme Baron, qui est un ancien de Paris 8 et qui est le directeur du Festival des Trois Continents à Nantes, qui est vraiment un des festivals les plus réputés. Jérôme vraiment consacre énormément de temps à ce festival et je crois à ses étudiants aussi. Euh, Ensuite, Alexis est entré en licence à Paris 8. Il a quitté Nantes donc, pour monter sur Paris, comme on dit. Et il s'est d'abord intéressé au film de Pablo Larraín, Jackie. En fait, il était intéressé par la question de la représentation du politique et il s'est lancé dans un master. Alors, parmi les nombreuses qualités d'Alexis, il a le sens du titre des choses qu'il rédige. Donc là, le titre de son master, c'est, je cite, Minutieuse fabulation, le procès verbal de la condamnation de Jeanne d'Arc interprété par donc Dreyer, Bresson, Dumont, trois cinéastes à trois périodes différentes. Donc pour Karl Dreyer 1928, pour Robert Bresson 1962 et pour Bruno Dumont 2019. Voilà. Et par ailleurs, donc, il s'est investi dans le suivi du procès des attentats de janvier 2015, euh, où il s'est fait connaître dans la petite communauté des chercheurs et des journalistes par l'un de ses autres talents qui est d'être dessinateur. Donc il a fait un certain nombre de dessins, enfin, ses voisins se souviennent des dessins qu'il faisait pendant les retransmissions du procès, donc, puisqu'il était dans l'auditorium adjacent donc, au prétoire. Alors après ces 2 ans donc, de master, Alexis va s'orienter vers le concours de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, pour prolonger un peu justement l'un de ses talents qui est donc d'être dessinateur. Et puis il m'a annoncé récemment qu'il voulait aussi suivre un cursus de philosophie. Donc l'aventure continue et, euh, et se continue aussi sur un champ d'intérêt qui est très large. Maxime, donc à gauche sur l'image, lui a été admis en classe préparatoire littéraire, option études cinématographiques et audiovisuelles au lycée Saint-Cernin à Toulouse. Et ensuite, il est monté à Paris donc, pour s'inscrire en master sur un sujet qu'il avait défini et qui s'appelle absence d'image au pluriel, absence au pluriel dans l'image, corps perdu, altérité et identité dans le cinéma de Rittipane. Donc ce master, il le soutiendra à la rentrée de septembre. Et à ce moment-là, il va s'orienter vers la préparation du concours du CAPES d'histoire. Alors, Alexis et Maxime ont été, comme on disait avant, majors dans leur promotion du Master 1, c'est-à-dire ils ont été classés premiers. Je ne doute pas que cela sera du même niveau sur leur Master 2. Et donc ensemble, ils ne se connaissaient pas, ils se sont rencontrés parce qu'ils étaient à la fois mes étudiants, mais aussi parce qu'ils ont suivi ensemble le procès donc, des attentats de janvier. Donc ils ont rédigé ensemble un rapport qui a été long à accoucher en fait,
mais qui est un rapport extrêmement consistant, qui est à la fois un rapport, comme on dit, d'expérience, un retour d'expérience sur ce moment qu'ils ont vécu, qui était quand même quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu dans leur parcours, et en même temps se nourrit, alors d'une part des dessins qu'a fait Alexis, d'autre part, puisque c'est un peu ce sur quoi il travaille de son côté en ce moment, des nombreuses lectures et réflexions sur les enjeux propres du procès, des attentats terroristes, à savoir donc la question de savoir comment des personnes en arrivent à commettre ces attentats, d'où viennent-ils, par où ils sont passés. C'est toute la question donc, du djihadisme qui fait l'objet de leur intérêt. Enfin, Maxime. Donc Martine va juste dire un mot avant que... Je veux juste rajouter un mot voilà, qui est la spécificité aussi de la séance d'aujourd'hui. Donc, comme le précisait Christian, effectivement, ce n'est pas tout à fait les mêmes acteurs que l'on a fait entrer dans ce webinaire aujourd'hui, puisque les fois précédentes, c'est vraiment ceux qui concourent au déroulé du procès. Donc là, avec vous, c'est vraiment le public voilà, qui va nous donner sa représentation du procès. Et ce que je voulais préciser surtout, c'est que les 4 premières séances se sont trouvées interroger le procès du génocide Tutsi, donc au Rwanda, dans les différentes instances qui ont eu lieu entre 2014 et 2018. Et donc là, on change complètement de procès, puisqu'on est aussi sur un procès très récent. Donc le dernier qui a été enregistré au titre des archives audiovisuelles de la justice, donc le procès des attentats terroristes de janvier 2015. Voilà, c'était la petite précision que je voulais apporter, puisque là, on est ailleurs. Voilà, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup de nous convier à discuter avec vous. C'est quand même un très grand honneur de prendre le relais de Madame Simeoni. On est vraiment très, très touchés de cette invitation. Et c'est vrai que ce qui nous semble important peut-être rappeler avant toute chose, c'est notre situation d'étudiant en cinéma, ce qui implique donc qu'on n'avait aucune connaissance du monde de la justice et donc aucune connaissance juridique du terrorisme. On a donc ça a forcément conditionné notre perception du procès et il a fallu en fait arriver avec une attitude assez humble et découvrir tout au long de ces audiences un langage, une procédure, une norme. Et donc ça a été vraiment un travail d'immersion dans un monde qui nous était complètement inconnu. Ceci étant dit, le fait d'assister régulièrement au procès nous a invités à formuler quelques questions que nous voudrions vous livrer et peut-être que dans un deuxième temps, au moment de la discussion, on pourra aussi vous parler plus concrètement de notre expérience à proprement dit. En réalité, Alexis et moi, on a été sensibles à des formes d'abus de langage qui contribuent à brouiller l'articulation entre le processus de filmage et la constitution du fonds d'archives. Beaucoup de journaux l'avaient annoncé, ce procès était un procès historique. Et je dois dire que j'ai été fort surpris quand je suis arrivé la première fois dans la salle de retransmission au tribunal de grande instance de Paris, puisque la première chose que j'ai entendue en entrant dans cette salle, ça a été des rires. Et je dois dire que pour un procès historique, je m'attendais à tout sauf à cela, et je m'attendais plutôt à une forme de solennité, et même, je dois le dire, à un certain tragique. On voit bien donc que l'expression procès historique, elle charrie tout un tas d'images, peut-être même de stéréotypes, et elle contribue à conditionner un imaginaire. De sorte que le fait de me sentir un peu floué, cela m'a amené à me poser cette question tout au long des audiences. Qu'est-ce qui constitue le caractère historique de ce que je vois? Pour cela, il me semble qu'il faut en revenir à la loi. Il est inscrit dans le Code du patrimoine, article L221-1, que l'enregistrement présente un intérêt pour la constitution d'archives historiques de la justice. Et à ce titre, il est enregistré. Enfin, l'autorisation, c'est pour créer des archives historiques de la justice. L'article 222-1 du même texte précise que l'enregistrement audiovisuel ou sonore est communicable à des fins historiques ou scientifiques.
Donc, ce qu'on constate dans les textes de loi, c'est que le qualificatif d'historique, il ne qualifie pas le procès, mais les archives. Elles le sont parce qu'elles permettent de retracer une sorte d'historicité de la justice. Mais il me semble qu'il est intéressant de comprendre pourquoi cet abus de langage de procès historique s'est imposé dans le débat public et de quelle façon il finit par conditionner nos attentes de spectateurs, puisque c'était notre place, du procès. Il est très probable que le contexte législatif de la loi Badinter, qui a été votée en 1985 et qui a permis de filmer ces fameux procès historiques, y joue pour beaucoup. La loi a été créée avec un procès très particulier dans le viseur, c'était celui de Klaus Barbie, dont le procès commençait 2 années plus tard. Monsieur Badinter souhaitait que le procès soit filmé non pas pour l'histoire, mais pour qu'il s'intègre à un fonds d'archives qui soit à la disposition des historiens. En même temps, M. Badinter a pris le soin de faire en sorte que ne puissent être filmés que des procès très spécifiques. Et cela concernait en réalité ce qu'on appelle les grands procès. Très concrètement, dans le contexte de l'époque, cela a concerné des personnages qui étaient jugés soit pour des faits liés au nazisme, soit par leur participation au régime de Vichy. On a donc pu parler de procès historique au sens où il ne s'intégrait pas du tout à la justice ordinaire, et c'est ce que se traduit bien d'ailleurs les qualifications de crimes contre l'humanité, de catastrophes industrielles, de scandales sanitaires, ou donc plus récemment de terrorisme. Tous ces faits jugés ne font pas partie de l'ordinaire, mais de l'extraordinaire. Pourtant, quand on y prête un peu d'attention, on voit que la qualification d'historique laisse planer une ambiguïté. Il faut en effet qu'une autorité compétente, c'est le terme qui est inscrit dans la loi, juge en amont, a priori, à partir de critères qui nous sont inconnus, qu'un procès sera historique, c'est-à-dire qu'il sera digne d'être inscrit dans le fond des archives audiovisuelles de la justice. L'ambiguïté, c'est donc la suivante. Est-ce qu'on filme un procès parce qu'il est historique, ou un procès est-il historique parce qu'on prend la décision de le filmer? Et à ce moment-là, il y aurait le fait de filmer rendrait de facto le procès historique. On voit bien que cette articulation entre le caractère, ou plutôt la prétention historique du procès et son enregistrement est crucial et qu'il faut s'y arrêter. On voit d'ailleurs avec l'actuelle loi de M. Dupond-Moretti que cette problématique elle est réactualisée, puisqu'on ne parle plus maintenant d'intérêt historique, mais d'intérêt public. On filme pour l'intérêt public. La question, cependant, elle reste la même, et elle a d'ailleurs été au cœur des débats de la discussion en commission parlementaire la semaine dernière. Qui juge, quels sont les critères pour juger qu'un procès sera filmé, et qui juge de ce qui relève ou non de l'intérêt public? Ce sont en tout cas des questions dont, pour le moment, nous n'avons pas la réponse. Dans le cas du procès des attentats de janvier 2015, c'est le parquet national antiterroriste, le PNAT, qui a pris la décision de filmer le procès. Le PNAT il a été créé en 2019 et une loi a vu le jour aussi la même année. Elle autorisait de droit l'enregistrement quand il émanait du parquet national antiterroriste. Comme peu de procès sont filmés en ce moment, le fait de le filmer le singularise. Dans le cas des attentats de janvier 2015, il s'est donc distingué de tous les autres procès à caractère terroriste. Par exemple, au même moment, les procès de Farid Iken ou de Sid Ahmed Glam avaient lieu en octobre 2020. Ces procès, c'était les auteurs directs des attentats commis qui étaient jugés, alors que pour le procès des attentats de janvier 2015, on a pu parfois l'appeler dans la presse le procès des seconds couteaux. En 2017, lors du procès en première instance d'Abdelkader Merah, une demande émise par les parties civiles demandait à ce que le procès soit filmé. Et on leur répondit pourtant que le procès, je cite, ne présente pas un intérêt proprement dit pour les archives historiques de la justice. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'en quelques années, il y a une sorte de recalibrage cognitif qui s'est produit autour de cette question du filmage des procès terroristes. Mais si les procès terroristes semblent désormais intéresser les archives historiques de la justice, on s'aperçoit que le fonds d'archives constitué ne peut refléter que de manière lacunaire le phénomène historique du terrorisme islamiste, puisqu'à partir du moment où on sélectionne les procès filmés de procès qui ne sont pas filmés, foncièrement, eh bien, on passe à côté d'éléments qui permettent de caractériser le terrorisme islamiste. Il paraît donc important de comprendre quelles ont été les motivations qui ont conduit à l'enregistrement de ce procès en particulier. À ce stade-là, il faut être assez prudent dans les réponses qu'on avance.
Le premier élément de réponse, c'est de rappeler que donc, le PNAT, qui est une autorité compétente selon la loi de 2019, a été créé en donc 2019, c'est-à-dire chronologiquement 2 ans après le procès Mera. Donc une première explication pour comprendre pourquoi ce procès n'a pas été filmé. C'est aussi certainement une manière pour le PNAT d'acquérir une forme de légitimité institutionnelle. Ensuite, il faut considérer les déclarations des décisionnaires. Quand on voit ce que disent M. Jean-François Ricard, qui est le président du PNAT, ou le président de la Cour d'appel de Paris, qui a permis l'autorisation de l'enregistrement de ce procès, chacun identifie la singularité des attentats de janvier 2015 en ce qu'ils sont un événement choc qui, d'une certaine manière, a ébranlé le cours du monde. Là, je cite M. Ricard qui dit que les attentats ont entraîné la présence d'une foule considérable dans la rue, ainsi que celle de nombreux chefs d'État étrangers. Alors, c'est un élément factuel incontestable, mais ce qui est intéressant, c'est que cet énoncé, dans le discours, vise à légitimer la décision de filmer. On voit donc que c'est la manifestation du 11 janvier 2015 qui joue un rôle déterminant comme motif d'enregistrement. Et c'est un peu comme si l'événement de l'attentat ne pouvait acquérir ce statut d'événement justement qu'en fonction de l'ampleur et de l'unanimité de la réaction qu'il suscite. Pourtant, lorsqu'on se penche sur la cartographie des mobilisations, on voit que les choses sont un peu plus complexes dans le détail. Et si ça vous intéresse, je pourrais y revenir au moment des discussions. Mais il faut prendre en compte tout un tas de facteurs sociaux, culturels, idéologiques et aussi religieux. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'un nœud se tisse entre le sens qu'on prête au terme historique, la motivation de filmer et la réaction affective à un fait terroriste. Il faut maintenant savoir qu'est-ce qu'on entend par réaction affective. Le sociologue Jérôme Truc, qui a étudié la réaction aux attentats de New York, de Londres, de Madrid et donc aussi de Paris en janvier 2015, selon lui, ces réactions traduisent une vision cosmopolitique du monde. C'est-à-dire, il y a cette idée que l'avènement d'un fait terroriste en un endroit très localisé ébranle une communauté à l'échelle internationale et elle crée même une relation d'interdépendance entre la communauté occidentale. On peut donc supposer qu'avec une telle vision du monde, on puisse qualifier a priori le procès d'historique. A priori, ça veut dire avant que le procès ne se tienne, mais a priori, c'est aussi à entendre au sens de nécessité. Dans cette vision du monde, le procès ne pouvait pas ne pas être historique. De ce point de vue, cet a priori crée des attentes très fortes autour du procès et contribue peut-être à le surinvestir émotionnellement du point de vue des spectateurs et peut-être aussi à brouiller sa fonction. En effet, dans cette vision, le geste de filmer et d'archiver relève de l'hommage à cet égard. Certaines plaidoiries des parties civiles notamment, étaient de véritables horizons funèbres. On peut le comprendre, mais on peut aussi se demander, est-ce que l'hommage relève d'une fin scientifique, comme sont supposés l'être les archives historiques? Le qualificatif historique, en fait, a progressivement glissé d'un point de vue sémantique. Il était d'abord compris comme l'équivalent d'un but scientifique. Il se caractérisait par la volonté d'élaborer l'histoire, de produire des archives pour enrichir la connaissance des historiens. Il se comprend maintenant au sens de vecteur de mémoire. C'est un terme que j'emprunte à l'historien Henri Rousseau, d'un vecteur d'une mémoire très particulière qui est le produit d'une réaction déterminée. Et elle met en lumière, elle fait ressortir une figure qui est celle de la victime. Et en fait, on voit que c'est autour de la victime que va s'entendre ce qualificatif d'historique. Et en même temps, en faisant ressortir la singularité de la victime, elle empêche à ce que soit comparé l'ensemble des procès anti-terroristes. D'ailleurs, sur cette vision victimaire de la justice, j'emploie ce terme non pas dans un sens péjoratif, mais cela a donné lieu à de véritables débats juridiques et a animé l'ensemble du procès. La défense a lutté contre le fait que le procès soit d'abord le lieu d'expression de la victime ou du rescapé, du survivant, le lieu de sa déchirure, et non pas d'abord l'espace où est jugé un homme ou une femme pour son action. L'un des enjeux juridiques, ça a donc été la répartition et l'équilibre qui existait entre les diverses parties qui composaient le procès. Mais il me semble aussi que ce brouillage du terme historique, il soulève des enjeux sur la qualification du terrorisme, la qualification juridique. En effet, déjà, le fait de singulariser ce procès, d'en faire une sorte d'entité un peu hors norme au même titre que le 13 novembre et de le couper des autres procès terroristes,
cela semble stimuler une grille de lecture morale du terrorisme. Par exemple, on a souvent vu des analogies faites avec le nazisme, par exemple. On avait besoin de rattacher le terrorisme islamiste à un événement historique déjà connu. Ou alors, il y a une façon d'aborder les accusés de manière assez pathologique ou sociologique. Et il me semble que toutes ces façons interrogent notre capacité à nommer et à définir de manière scientifique un phénomène historique qui est celui du terrorisme islamiste. D'ailleurs, à ce titre, on peut soulever une curiosité, c'est l'absence de témoins de contexte. Je sais que chez les historiens, c'est une question qui fait dissensus et je ne souhaite pas d'ailleurs entrer dans ce débat, je n'en ai pas la compétence, mais il est intéressant de voir qu'il existe une différence de traitement. Le terrorisme n'est pas considéré comme un sujet historique au même titre que les procès pour génocide ou pour crimes contre l'humanité. Il est à la charge des policiers ou des agents de la DGSI de mettre en contexte le terrorisme islamiste. Ces personnes sont impliquées dans l'affaire, là où les historiens sont des tiers. Une sociologue avait pourtant été conviée, mais aucun historien n'a été cité à comparaître pour éclairer l'avis de la Cour, ce qui rendait donc leur verdict historique par leur propre, mais sans aucun éclairage de chercheurs spécialisés sur le djihadisme. Alors que pourtant, les noms de Gilles Kepel, de Bernard Rougier, d'Hugo Micheron ont abondamment nourri les plaidoiries des avocats, que ce soit les parties civiles ou la défense. Cela mériterait donc de savoir si la Cour l'a envisagé un moment ou non d'inviter des historiens. Quant au verdict de la Cour, il a fait surgir un paradoxe. Juger le terrorisme, c'est en même temps contribuer à en donner une définition juridique. Or, sur les 11 accusés qui étaient présents dans le box, seuls 4 ont été jugés pour association de malfaiteurs à caractère terroriste. On voit donc que pour un procès historique qui articule, pour ainsi dire, le caractère historique des faits au caractère terroriste du crime, c'est curieux. On peut être coupable par indifférence, voire par ignorance, mais le fait d'être coupable ne fait pas de soi un terroriste. C'est aussi une façon de revenir sur la jurisprudence qui avait déclaré lors du procès en première instance d'Abdelkader Merah, avec cette qualification d'association de malfaiteurs à caractère terroriste, qu'on n'avait pas besoin de connaître la finalité de l'action, mais simplement de participer au groupuscule pour être considéré comme un terroriste. Donc on voit que le fait de singulariser le procès et de l'abstraire par rapport aux autres, eh bien, cela empêche de filmer l'évolution de la jurisprudence sur le terrorisme islamiste. Il me semble que dans une perspective historique, il conviendrait donc de réfléchir à cette opération de sélection des procès filmés, parce qu'on voit que la modification progressive du sens du terme historique, elle joue au fond sur la finalité du fonds d'archives, ou en tout cas sur le sens qu'on y prête. Et si on souhaite qu'il réponde à un enjeu scientifique, eh bien peut-être qu'il conviendrait de réfléchir à un élargissement du filmage des procès terroristes. Et je vais céder maintenant la parole à Alexis. Merci. Eh bien, d'après notre observation de la captation du procès dans l'auditorium, j'aimerais aborder la fabrique des archives audiovisuelles de la justice, puisque c'est le nom de ce webinaire, ou plutôt leur génétique, ce qui détermine leur forme et leur contenu, avec en fond la question de savoir quel est l'intérêt de ce fonds d'archives. En commençant par essayer de cerner l'ADN du fonds, son identité. Il faut d'abord rétablir, je pense, pour ça, la distinction entre les termes archives au pluriel et documents. On a tendance aujourd'hui à parler d'une archive au singulier pour désigner un document. Or, cela peut conduire à amalgamer le particulier et le tout, à ne pas voir que les documents forment un ensemble. Le fonds nommé Archives audiovisuelles de la justice est particulier parce qu'on l'a expressément créé pour servir à la recherche, comme l'a expliqué Maxime. C'est ce qu'on peut en tout cas déduire, parce que le texte de loi ne précise pas tout à fait la vocation de ce fonds. En tout cas, il ne dit pas que ce fonds est fait pour constituer une mémoire des grands procès. Le texte de loi explique qu'une audience publique peut être enregistrée si cela présente un intérêt pour la constitution d'archives historiques de la justice. Par abus de langage, on a dit si cela présente un intérêt historique. Mais c'est lui donner une détermination qui n'existe pas. Voyez la construction de cette phrase. Un intérêt, c'est indéfini, c'est sans qualificatif, et le pour ne le destine pas à l'histoire, mais au fonds d'archives lui-même. Il y a comme un circuit fermé, car rien dans le texte ne définit cet intérêt.
le texte institue le fond en posant une implication réciproque entre ce qui le définit, le fond, et ce qui serait en droit de l'intégrer. Autrement dit, lorsqu'on juge qu'un procès est digne d'intégrer le fonds d'archives, ça a pour effet direct de définir l'identité du fonds d'archives. Donc, en fait, on a créé un fonds d'archives ex nihilo, mais on ne lui a pas attribué de vocation. On l'a laissé libre, enfin, peut-être open source et libre d'interprétation. C'est-à-dire que l'interprétation revient aux différentes autorités compétentes. Fut un temps, il y avait une commission consultative qui pouvait donner son avis, mais elle a été supprimée. Et désormais, on voit, comme l'a rappelé Maxime, le parquet national antiterroriste gagner en compétences pour pouvoir autoriser certains procès de droit quand il s'agit de terrorisme ou de crimes contre l'humanité. Donc, la subjectivité de l'appareil judiciaire s'affirme avec le temps. J'ai donc essayé de cerner l'identité du fonds qui s'est formé de facto, en examinant d'abord les origines, puisque les règles ne sont pas écrites. Le fonds a été créé à l'approche du procès de Klaus Barbie pour crimes contre l'humanité, presque ad hoc pour ce procès. Et donc, je me suis demandé pourquoi ce souci soudain d'en garder la trace et de faire une exception dans la loi pour cela. Déjà, c'est parce que ce procès-là formait un fort enjeu de mémoire, un enjeu concret de mémoire, même plus que mémoriel, puisqu'il s'agissait de rétablir la justice. Puisqu'on avait capturé Barbie 40 ans après les faits, in extremis, et parce qu'on avait attribué à ces crimes le régime d'imprescriptibilité qui les rendait intemporels. Et c'était la première fois que c'était mis en œuvre. Pour ces deux raisons, ce procès actualisait le passé. Il avait quelque chose de phénoménal. Et puis, de par son ampleur aussi. Tout cela appelait peut-être à ce qu'on le filme. Le souhait d'en garder la trace serait aussi dû à un changement de sensibilité de l'époque. La fin des années 80 aurait marqué l'émergence d'un questionnement sur le passé proche, en même temps que l'émergence de l'histoire du temps présent. C'est en tout cas ce que soutient Henri Rousseau, qui considère que les procès tardifs de criminels nazis, justement, ont contribué à ce mouvement. Si bien que la fonction secondaire des procès, de ces procès-là, celle de vecteur de mémoire, apparaissait distinctement. Enfin, ce souci d'en garder la trace tiendrait à la personnalité du ministre de la Justice d'alors, Robert Badinter, qui non seulement se distinguait par la quantité de réformes qu'il a menées, mais en plus avait lui-même semblé ressentir l'absence de traces audiovisuelles des grands procès lors de ses activités de recherche, c'est ce qu'il disait. Enfin, parce que son père, Simon Badinter, a disparu lors de la rafle de la rue Sainte-Catherine à Lyon le 9 février 1943, qui avait été commanditée par Klaus Barbie. Donc on peut comprendre qu'il ait eu un intérêt personnel à ce qu'on garde la trace de cette mémoire, la mémoire de ces événements en tout cas. Le fonds a donc été créé pour un procès exceptionnel, un procès d'ampleur pour crimes contre l'humanité, chargé d'un fort enjeu mémoriel, un grand procès tardif qui jugeait des faits appartenant déjà à l'histoire. Et ça a conditionné l'arrivée dans le fond, juste après, des procès de Maurice Papon et de Paul Touvier. Ensuite, pour cerner l'identité du fonds, on peut interroger sa composition actuelle, ce qui est le dénominateur commun entre tous les procès qu'il compose. Et le dénominateur commun se résume pas seulement, je pense, au fait que ces procès jugent des violences de masse pour élargir, dans un sens large qui amalgame à la fois les génocides et les catastrophes sanitaires et industrielles, mais tous ces procès me paraissent surinvestis d'attentes sociales qui dépassent le simple enjeu judiciaire. D'abord, une attente historique, celle que Maxime vient d'ausculter, le procès étant censé faire toute la lumière sur les faits, même sur la période historique, en rendant un verdict qui serait un récit, un verdict historique. Et d'autre part, une attente symbolique, mémorielle. Le procès devrait être comme une forme de commémoration. Henri Rousseau a d'ailleurs une formule pour définir cet objectif: inscrire un passé par toute la force de la loi et la symbolique du dispositif dans la conscience collective. Donc, ce seraient des attentes mal placées qui ont d'ailleurs donné lieu à des confrontations concrètes entre la logique judiciaire et les logiques autres, historiques et symboliques. Un exemple, c'est pendant le dernier procès, on a vu souvent des déceptions. On a dit que le dossier d'enquête n'était pas à la hauteur, ou que les accusés eux-mêmes n'étaient pas à la hauteur de leur propre procès, comme si on plaçait effectivement la barre du procès bien au-dessus d'eux.
Le surinvestissement me semble être le dénominateur commun radical. Et peut-être même que plutôt que de servir l'intérêt du fonds d'archives comme c'est inscrit dans la loi, on se serait servi du fonds comme un moyen, parmi d'autres, pour conférer à ces procès la dimension et le rôle de régulateur social qu'on attendait d'eux, le rôle de commémoration, de réparation, de catharsis, de pansement, autant de termes qu'on a pu employer. C'est pourquoi on ne filme pas la justice du quotidien, comme le regrettait Robert Badinter, car cela ne reviendrait qu'à s'intéresser véritablement à la pratique judiciaire pour ne constituer que des archives audiovisuelles de la justice. Donc on peut se demander si l'identité de ce fonds ne serait pas d'être un instrument politique et social quelque part. Ensuite, cette relation d'implication concerne aussi le cahier des charges lui-même. Je veux dire que le cahier des charges participe à définir l'identité du fonds. Habituellement, au moment du dépôt de documents aux archives nationales, et je parle sous le contrôle de Martine Sinblima-Baru, une sélection est menée par les archivistes. J'ai lu qu'elle s'élevait à hauteur de 90%. 90% de suppression de documents. Or, actuellement, lors d'une captation, l'élimination elle est instantanée, puisqu'on ne retient du flux du dispositif multicaméra que le flux principal, c'est-à-dire les choix opérés par la réalisation, comme lors d'un direct télé. Devant nos yeux, le document d'archive se constituait donc en direct. Donc chaque choix est décisif, chaque choix envoie à l'oubli ce qu'il ne retient pas, à ce que j'appellerais la part de l'invisible. Il en va de même pour les choix qui concernent le dispositif lui-même, parce que chaque angle posé définit un angle mort, ou plutôt la somme des angles posés définit autant d'angles morts. Ce sont autant de présélection et de pré-élimination, et tous ces choix nous indiquent en fait ce qui intéresse le fonds d'archives et ce qui ne l'intéresse pas. Et ce cahier des charges se forme lui aussi de fait donc, parce qu'il n'est pas déterminé par la loi. Un exemple, c'est que lors de la captation du procès de Klaus Barbie, on avait beaucoup recours à des gros plans sur le visage de l'accusé qu'on incrustait dans d'autres images, avec un gros contour rouge assez kitsch. Et ça a complètement disparu du dernier procès. Les gros plans sont devenus très rares, et d'ailleurs, on aurait même dit que les accusés, quand ils n'intervenaient pas dans le procès, étaient relégués dans le fond du plan, à peine visibles comme des figurants. Donc c'est comme si on s'intéressait moins à leurs réactions. Après, je ne sais pas si c'est bien ou mal. En tout cas, ce bannissement du gros plan me semble dû à un souci de neutralité de la part du ministère. C'est-à-dire que le procès de Klaus Barbie jouissait d'une certaine liberté des débuts. Mais très vite, dès les procès de Maurice Papon et de Paul Touvier, le deuxième et le troisième, le cahier des charges portait la mention « La réalisation devra être aussi neutre que possible ». C'est sans doute à cause notamment d'un travelling qui avait eu lieu lors du procès Barbie. Pendant la lecture du verdict, le réalisateur avait fait un travelling sur les parties civiles empreint de pathos. Et ça revient souvent, l'évocation de ce travelling, comme si ça avait traumatisé le ministère. Donc, parce que ce souci de neutralité répond à une volonté de créer un document impérissable qui tend à l'objectivité, pour ainsi véhiculer l'image d'une justice impartiale, éternelle, et pour mieux servir aux intérêts scientifiques et historiques du fond. On exclut donc tout ce qui est trop signifiant, trop subjectif, comme les gros plans par exemple, ou comme le montage qui est exclu. Parce que, de par ce dont je vais parler, qui est le dogme qu'on a imposé à la réalisation, celui du droit fil de la parole. C'est-à-dire que le principe est que la caméra filme toujours la personne qui parle au moment où elle parle. Et donc, ça a pour effet d'exclure les effets de montage. Néanmoins, grâce au conseil de Christian Delage et Martine Sinblima-Baru, le cahier des charges s'est modifié pour accueillir d'autres plans, à savoir l'autorisation d'effectuer un contre-champ sur la personne qui écoute pour saisir la confrontation et l'échange entre les parties, et l'autorisation d'élargir le cadre pour saisir d'autres corps que ceux qui parlent, pour saisir une coprésence. Et donc le dernier procès a donné lieu à un nouveau paramétrage. Qu'en est-il de sa fidélité? Eh bien, je pense que le dogme du droit fil de la parole pose encore problème et je vais le montrer par un exemple. Un jour, Anne Hidalgo a témoigné au procès pour renseigner la Cour sur les conséquences des attentats pour la ville de Paris.
sa venue était très contestée par les avocats de la défense qui voyaient une dérive flagrante du procès, outrepassant la justice des accusés. Ils pensaient qu'on était en train d'enfler l'accusation artificiellement. Or, pour afficher leur opposition, ils ont déserté le prétoire au moment de sa déposition. Ils sont partis, mais on ne l'a pas vu. Leur disparition, parce que la réalisation est restée cadrée à la taille de Anne Hidalgo qui parlait. Et on a vu leur disparition qu'après coup, à la faveur d'un élargissement du cadre permis par cette autorisation de saisir une coprésence. Ah oui, oups, pardon. Ah oui, il y a oui, pardon. Un écran est apparu. J'étais en train de dire que le cadre pouvait s'élargir pour saisir une coprésence et le réalisateur profitait de ça pour filmer des choses qu'il avait envie de filmer, mais sans dévier officiellement de la personne à laquelle il était rivé, comme un chien de faïence qui profite de sa vision périphérique pour voir des choses à côté. Donc, en somme, le droit fil de la parole, pardon, excusez-moi. Pour revenir à ça, justement, malgré le fait qu'il ait réussi à saisir l'absence de la défense, c'est quand même quelque chose qui a échappé à certains journalistes qui se sont plaints de ne l'avoir appris que par la presse le lendemain. Donc, c'est un problème. Parce que le droit fil n'admet pas tout ce qui est extra-linéaire, tout ce qui n'appartient pas au fil. Et une manifestation, par définition, c'est extra-linéaire. Et ça ressemblerait à un problème parce que dans ce cas-là, ça ressemblait presque à une censure. Alors, je ne sais que ce n'est pas le cas, mais il y a des choses qui ne nous parviennent pas, comme beaucoup du côté du son. Parce que lors du dernier procès, le président avait la main sur le son. C'est-à-dire que les micros qu'il autorisait à parler, enfin qu'il activait ou non, étaient ceux-mêmes qui fournissaient la captation en son. Si bien que le son de la captation correspondait à la distribution de la parole par le président et que beaucoup de choses n'arrivaient pas à nos oreilles ni à celles de l'histoire. La captation se voyait imposer une hiérarchie de légitimité de parole qui sert bien entendu à la police de l'audience, mais qui nuit à la fidélité du fonds d'archives, à mon sens. Après, cela changera peut-être avec le procès du 13 novembre, puisque Christian Delage qui s'est entretenu avec David Martin, et David Martin, le superviseur de la réalisation, a dit qu'ils auraient leur propre système de micro, donc ce problème va peut-être changer. Bref, dans les faits, souvent le droit fil de la parole nuit à la fidélité du fond, et on pourrait formuler le régime figuratif qui se produisait à l'écran et qui est une façon de définir ce que voit le fond au travers des documents comme au travers de lunettes. Ce régime figuratif d'ensemble, on pourrait le définir en disant que ça rend compte d'un procès de buste parlant en dialogue successif avec la cour. Ce qui correspond assez bien au principe d'un procès, mais vous voyez que ça exclut toutes les interactions d'un autre ordre. Bref, d'un côté, l'identité du fond, son intérêt est indéfini. De l'autre, la réalisation se voit imposer un dogme qui l'empêche pour part de filmer ce qui l'intéresserait. Cela aurait pour effet de limiter l'intérêt documentaire du fond. Bien sûr, conserver la trace audiovisuelle des témoignages a un intérêt en soi, permettant, chose inouïe à quiconque dans le futur de s'immerger dans la durée d'un procès, la durée réelle, mais sans doute qu'une réflexion sur cette relation d'implication permettrait d'élargir l'intérêt documentaire du fond des archives audiovisuelles de la justice. Et dans le rapport, on a fini par esquisser quelques pistes, au niveau de la réalisation d'abord. L'idée d'un assouplissement conditionné, c'est-à-dire qu'on pourrait accorder à la réalisation certaines libertés en les articulant à un objectif de réalisation qui répond à un intérêt particulier. Par exemple, je trouve qu'il manquait de figuration du public. On pourrait donc inscrire quelque chose comme liberté de filmer le public à raison d'une photographie en début ou en fin d'audience, de sorte à ce qu'on puisse les comparer, les images, et avoir une idée de la composition évolutive du public. Au niveau de la présélection, il me semble qu'il pourrait y avoir une réflexion quant à l'autorité compétente
qui pourrait garantir l'objectif documentaire qu'on fixe pour le fonds, plutôt que cette autorité soit laissée un peu indéfinie aussi. Et puis aussi constituer le fonds à coup de programmes tels que la justice antiterroriste, comme le sous-entendait Maxime, qui prendra en compte tous les procès antiterroristes, ou bien la justice du parquet national financier, créé il y a peu et qui a notamment jugé Nicolas Sarkozy, ce qui ne manque pas d'intérêt pour un tel fonds, je pense, et qui permet d'étudier en somme les évolutions de la justice confrontée à de nouveaux problèmes juridiques. Donc voilà, c'est tout. Et puis on pourrait évoquer, si vous le souhaitez, la réforme de la justice actuellement présentée par Éric Dupond-Moretti, puisque elle brasse un petit peu ces mêmes questionnements, tout en ayant des objectifs bien différents. Mais elle élargit l'intérêt documentaire parce qu'elle elle permettra de diffuser, enfin d'enregistrer, de diffuser notamment des procès en divorce, des procès de droit de succession, même si rien n'indique dans la loi que cela sera gardé pour le fonds des archives audiovisuelles de la justice. C'est même pas le but. Le but, c'est de constituer des émissions à caractère pédagogique. Donc les rushs serviraient à ça. Après, je ne sais pas, peut-être Martine Sinbluma-Baru pourra nous répondre sur le fait que de tels rushs puissent être conservés à terme par les archives nationales, comme n'importe quel document utile dans les institutions. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc, j'ai eu à cœur de montrer votre rapport, puisque effectivement Christian l'a introduit, donc voilà, le rendre visible, et puis ça rendait grâce à votre présentation et voilà, ces talents de dessinateur que Christian a mentionné et qui, je crois, souvenirs ont été remarqués. En tout cas, on nous en a reparlé depuis. Donc, vous m'avez posé un certain nombre de questions, j'y répondrai, mais peut-être qu'avant ça, d'autres personnes présentes aujourd'hui veulent intervenir et poser des questions pour compléter la très intéressante présentation d'Alexis et Maxime. Oui, Louise. Bonjour. Alors tout d'abord, bravo, c'était un bel exposé, vraiment intéressant et assez complet. Moi, j'aurais aimé savoir quel était votre ressenti après avoir assisté à ce procès-là. Est-ce que vous en ressortez est-ce que sur certains points, votre vision a évolué ou pas ou quel est le côté émotionnel aussi voilà. Déjà, je pense que ça a été une plongée un peu dans... déjà, la première impression qui me revient, c'est l'impression de chaos, en fait, parce que je m'attendais à quelque chose de très rigoureux, de très... J'imaginais la justice comme la statue aux yeux bandés de Thémis, là, et puis, en fait, c'était très, très chaotique, très incertain. Je ressortais parfois des audiences énervées parce que j'ai l'impression d'être encore plus embrumé que lorsque j'y étais venu. Et en fait, j'ai réalisé que, de même que les juges, finalement, les magistrats, il fallait arriver à reconstituer nous-mêmes le récit de par toutes les bribes, toutes les paroles confuses et parfois qui occultaient des choses. Et en fait, toute la période où les témoins ont déposé, les témoins des crimes, les victimes, c'était très, très prenant et c'était voilà, très prenant, mais c'est pas là qu'est le chaos. Le chaos était plutôt de toute la partie à savoir cerner les responsabilités de chacun. Voilà. Donc c'était assez, assez, comment dire, malmenant émotivement, je sais pas, mais en tout cas, Yannick Enel écrivait des chroniques au jour le jour et ça permettait d'avoir un récit le lendemain matin qui apaisait un petit peu toutes ces choses-là.
Oui, enfin, moi je suis complètement d'accord. Il y avait vraiment un côté obsessionnel en fait. On venait le matin et puis on venait le matin avec des questions, on repartait le soir avec de nouvelles questions et toute la journée on avait l'impression d'avoir une nouvelle scène. Je me souviens d'un jour où c'était consacré à un accusé et la même journée il y avait sa sœur qui était venue témoigner, et puis son épouse. Et en fait, tout au long de la journée, on a eu l'impression d'avoir des portraits diffractés d'une même personne. Et c'est là où on se rend compte aussi de l'implication de ce que la description d'un homme peut aussi avoir comme conséquence sur sa vie, en fait. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a, voilà, enfin moi, c'est vrai que j'étais sensible surtout à cet aspect de procès historique, en tout cas, c'est un peu comme ça qu'on l'a décrit. Puis on se rend compte en arrivant dans ce procès que c'est le procès d'hommes et d'hommes parfois tout à fait simples en fait. Et qui n'ont d'ailleurs, c'était une déception d'ailleurs qui était assez spéciale, c'est-à-dire que on a vu des hommes qui ne correspondaient en rien à la sociologie qu'on peut se faire du radicalisé. D'ailleurs, pour très peu d'entre eux, et il s'est avéré que c'était des radicalisés en fait. Donc il y avait un effet aussi d'étonnement parce que ça a contribué à complètement remettre en question tout un tas de présupposés et à questionner aussi le fonctionnement de la justice antiterroriste. Donc c'est vrai qu'on rentrait souvent le soir assez fatigué et il faut le dire aussi partagé parce qu'il y a eu des moments de véritable émotion quand même, d'un point de vue émotionnel, on a vécu en fait ce moment de l'automne 2020 de manière assez spéciale parce que c'est aussi un moment où il y a eu 3 attentats qui sont survenus durant le procès. Et c'est vrai que je me souviens avec Alexis, on a appris l'attentat, le dernier qui a eu lieu dans la basilique à Nice, en direct, en même temps que les journalistes, donc c'est-à-dire en gros un peu avant tout le monde. Et il y avait le sentiment d'être enfermé dans une salle très loin de tout ça et en même temps d'être très lié en fait à ce qui est en train de se jouer à Nice. Donc ça donnait un peu le sentiment d'être voilà à plusieurs vitesses, à plusieurs moments et d'être vraiment plongé dans l'actualité mais constamment quoi. Voilà. Thibaut? Oui, merci. Donc, en fait, je voulais intervenir parce que j'ai retenu une de vos recommandations qui consistait finalement à proposer l'extension du filmage de tous les procès qui concernent ces questions de terrorisme. Et si l'on suit cette recommandation, en fait, ça viendrait aujourd'hui à filmer des dizaines, voire des centaines de procès en France. Et finalement, ça rejoint un petit peu votre constat que vous venez de soulever. Est-ce qu'on n'assisterait pas à l'inverse de l'historicisation du phénomène, enfin du caractère pardon, singulier et historique du phénomène, à le banaliser, comme l'ont été les accusés lors du procès Charlie. Et, enfin, la description que vous en faites, finalement, c'est que ce sont des accusés tout à fait banals, ordinaires et qui n'étaient peut-être pas à la hauteur de la dimension historique de ce procès. En tout cas, ce constat a pu être avancé par certains chroniqueurs. Pour ma part, il me semble que au contraire, ça permettrait de mettre en lumière la diversité des profils impliqués dans des affaires de djihadisme. Et c'est justement le côté déceptif de ce procès, c'est que, entre guillemets, il n'y avait pas de djihadistes. Mais il y avait plutôt des gens qui ont été impliqués consciemment ou inconsciemment, mais qui ne correspondaient pas à ça. Au même moment, je disais par exemple, c'était très intéressant parce qu'on avait le procès de Farid Iken. Farid Iken, c'est un personnage assez particulier puisque c'est quelqu'un qu'on peut qualifier d'intellectuel. Il était en doctorat de sociologie, il me semble, mais qui était aussi très attiré par les thèses de Daesh et qui, pour manifester son soutien aux thèses de Daesh, est allé sur le parvis de Notre-Dame et a agressé 2 policiers à coups de marteau. Donc on voit qu'en termes de profil, on est sur quelque chose de complètement différent. Et il me semble qu'au contraire, ça ne banaliserait pas les accusés, mais ça permettrait de montrer qu'il y a tout un panel en fait dont il serait intéressé. Et peut-être aussi ça contribuerait
à revenir sur quelques clichés, c'est-à-dire que le djihad n'est pas qu'une affaire de classe populaire ou de banlieue parisienne, hein. On voit, par exemple, dans l'actualité, on avait parlé de ce professeur dans cette ville du sud-ouest. Donc, il y a vraiment une territorialisation du djihadisme, et j'ai l'impression qu'en filmant ça, on pourrait se rendre plus sensible à sa diversité. Et aussi, loin d'en faire un phénomène comment dire, homogène. Ce qui est intéressant, par exemple, je parlais des attentats qui sont arrivés pendant le procès de janvier 2015, mais en fait, on est sur une forme de terrorisme, de djihadisme, qui n'a rien à voir avec le djihadisme qui était en train d'être jugé, puisque les attentats de janvier 2015, c'est en relation avec Daesh pour Koulibaly, Akpa, donc c'est une variante d'Al-Qaïda pour les frères Kouachi. Donc on est sur ce que Gilles Kepel appelle un djihadisme réticularisé, c'est-à-dire qui fonctionne en groupe, en réseau. Maintenant, le djihadisme, en tout cas les attentats dont on est, qui surgissent dans l'actualité, fonctionnent plus du tout sur le même système. Donc il me semble qu'au contraire, ça permettrait d'établir dans une chronologie les différentes formes qui existent de djihadisme et de montrer que malheureusement, c'est loin d'être un phénomène historique à bout de souffle, mais qu'il est en mutation. D'où l'intérêt d'avoir un point de vue global, il me semble. Oui, puis aussi, pour revenir au contraste entre les accusés qu'il y avait là et puis d'autres, en fait, il est intéressant parce qu'il produisait déjà, ce contraste, il avait lieu, comment dire, concrètement et assez ridiculement aussi parce que un jour, il y a eu une communication avec, pour que un témoin dépose, et ce témoin, c'était Peter Sherif, qui est un islamiste assumé, qui a été capturé à Djibouti il y a 2 ans, je crois, et soupçonné d'être l'un des commanditaires de l'attentat de Charlie Hebdo. Et il a été amené en France et il aura son propre procès parce qu'il a été capturé trop tard pour intégrer ce procès-là. Et eh bien, c'était au procès, malheureusement, c'était un peu la star puisque il a attiré des foules dans le public. D'abord, une première fois où il n'a pas comparu, et puis ensuite quand il est revenu, et lui-même semblait en jouer étrangement parce qu'il avait un t-shirt avec marqué Icon dessus. Et il a rien dit, il n'a pas parlé, affiché son mépris en lisant un petit livre qu'on soupçonnait être le Coran. Et donc, en tout cas, il a prononcé des phrases qui s'en apparentaient. Bref, tout ça pour dire, il faisait un vrai contraste avec les accusés qu'on avait dans le box. Mais c'était intéressant parce que ça ouvrait, tout le long du procès, il y a une réflexion sur les cercles les cercles qui permettent un attentat, en fait. Et une sociologue qui est venue les a définis à un moment donné. Et elle disait que les accusés dans le box, elle le sous-entendait, appartenaient au cercle des convoyeurs, c'est-à-dire ceux qui fournissent le matériel. C'était aussi l'enjeu du procès Mera, où tout le crime d'Abdelkader Mera, le crime qu'on peut prouver par les faits, consistait en un scooter qu'il avait fourni, il avait assisté au vol du scooter par son frère. Bref, je pense que globaliser le filmage des procès antiterroristes permettrait non seulement, de voir comment la justice s'approprie ces crimes-là qui sont faits en réseau, par cercle, comme disait Maxime, et puis voilà, qui changent de nature en plus avec le temps. Et, désolé si on fait une réponse un peu trop longue, mais ce qui était aussi intéressant, et l'intérêt aussi de filmer plusieurs, je pense, procès terroristes, c'est d'être attentif aussi à la qualification. Parce qu'en fait, j'avais écouté l'interview d'une juge qui disait c'est la justice qui fait le terroriste ou qui ne le fait pas, selon le verdict, en fait. Et ce qui était très, très intéressant dans ce procès-là, en tout cas, c'est qu'on a vraiment vu la porosité entre ce qui relève du terrorisme et ce qui relève du droit commun. Mais ça, c'est assez singulier, en fait, pour un procès terroriste. Les autres procès dans lesquels sont impliqués des djihadistes qui n'ont d'ailleurs pas forcément commis les attentats, mais qui, en fait, ont été arrêtés avant qu'ils ne puissent le commettre, il n'y a pas cette indistinction entre le droit commun et le terrorisme. C'est d'emblée du terrorisme. Ici,
on voyait qu'il y avait une zone de flou. Et donc, je trouve que c'est intéressant aussi de voir toute cette nuance de la qualification. Peut-être que ça permettrait d'appréhender au mieux, de nommer de façon la plus précise possible ce qui relève du terrorisme, et en l'occurrence du terrorisme islamiste. Mais c'est vrai que ça admettrait de filmer des centaines de procès et là, je ne connais pas les capacités de stockage des archives nationales, mais c'est vrai que c'est presque cauchemardesque comme masse de données que ça impliquerait. Oui, Ninon. Merci Alexis et Maxime, c'était vraiment très intéressant pour moi, historienne du droit, vraiment, je bois du petit lait en vous écoutant. D'abord, je vous rassure sur la question des acteurs, hein, parce que si vous n'êtes pas des acteurs du procès direct, vous êtes certainement des acteurs de l'histoire, hein, de ce procès. Et vous savez, quand les historiens du droit travaillent sur des procès très anciens, ils sont très friands justement des chroniques, c'est-à-dire justement de ce public témoin du procès et qui met en récit peut-être une perception néophyte, mais justement qui est très enrichissante pour donner une dimension beaucoup plus large à cette histoire du procès. Moi, c'est là-dessus aussi que je travaille et c'est vraiment ça qui m'intéresse. J'ai une question enfin, que je vous pose. Quand dans la fabrique du procès historique, on travaille sur les procès Karadzic, Mladic, vous l'avez entendu, on sait que Karadzic, il profitait du fait que le procès soit filmé et retransmis pour finalement s'adresser aux Serbes de Bosnie. Hein? Donc la parole, à partir du moment où vous voyez, elle sort du prétoire, là on a envisagé comment dire, une route qui mènerait du procès au filmage et hop, bifurcation vers l'archive. Mais qu'en est-il lorsque cette parole est retransmise à un public et qu'est-ce que vous en pensez de cette question de la retransmission en direct? C'est vrai que c'est quelque chose, à un moment donné, ça m'effrayait parce que j'avais vu à un moment donné, il y avait une suspension d'audience et juste après la suspension d'audience, on a entendu deux accusés s'injurier en fait. Et avec la caméra en surplomb comme ça, on se serait cru dans une télé-réalité en fait. Et moi, j'ai peur du devenir télé-réalité de certains procès. Alors, pas tous, hein, mais là, il était particulier celui-ci parce qu'il y avait des personnalités de certains accusés qui aimaient, je sais pas, choquer l'audience, faire rire l'audience même. Et je crains un peu ça parce que qu'il y a des commentaires qui se faisaient dans l'auditorium, même de la part surtout de la part de journalistes, des commentaires assez comment dire, salés envers ce qui se passait, envers même le président, parce qu'il avait des tics de langage, il disait, il parlait comme ça, et puis il disait, je dirais, enfin, il avait des tics de langage, et si ça passait à la télé, je pense que ça deviendrait des mèmes, en fait, après, ça risque peut-être de perturber le procès d'une certaine façon, mais en même temps, je veux pas être comment dire, antidémocratique finalement, en ayant peur que tout le monde voit ça parce que c'est vraiment antidémocratique comme pensée. Donc, quelque part, je suis absolument pour la diffusion des procès. Parce que finalement, je me demande, et je fais le lien avec ce que vous disiez, Alexis, sur le rire, et vous ensuite, Maxime, sur le chaos, parce que finalement, est-ce que ce filmage des procès ne permettrait pas tout simplement de renverser cet imaginaire de la justice qui ne correspond pas forcément à ce que vous avez vu de vos yeux, et que ça ne permettrait pas de renouer avec un procès vivant, avec toutes ses imperfections,
Je ne sais pas, c'est une question que je me pose en vous écoutant. En tout cas, pour juste revenir sur la question de la fin, ce que vous demandiez juste avant, les accusés, en tout cas l'accusé principal, n'a pas attendu que soit posée cette question de la transmission pour s'accaparer l'espace de la parole. Donc, Oui. je veux dire, la question se pose en dehors même de la transmission donc, de la circulation des images du prétoire vers le monde extérieur. Donc, je ne sais pas si ça serait de nature à exacerber ces présuppositions. J'ai l'impression que c'est aussi une question simplement de personnalité des accusés qui essaient, par tous les moyens qui sont à leur disposition, de ralentir, de mettre à mal le cours de la procédure, en fait, et pour que ça joue en leur faveur. Je pense qu'il serait intéressant que ce procès soit vu à l'extérieur. Mais ça dépend pour quelles raisons. Pour ma part, je ne suis pas du tout convaincu que la diffusion du procès est une vertu pédagogique. Notamment sur peut-être cette idée qui consisterait à dire qu'il faut montrer les procès terroristes, ce qui permettrait de produire de la paix sociale, en fait. Je ne sais pas comment le dire, mais je ne suis pas sûr, parce que moi, nous-mêmes, en ayant été spectateurs du procès, on n'en est pas ressorti en se disant, avec une définition claire et nette du terrorisme islamiste, en se disant, avec quelque chose de l'ordre de la pacification. Donc, je ne suis pas sûr qu'il ait une valeur, une vertu explicative, le procès, donc sa diffusion non plus. Par contre, il me semble que ça serait intéressant que ça s'exerce aux yeux de tous, pour que chacun puisse avoir un regard sur ce procès. Je trouve que c'est important. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'une question importante, c'est la question de la visibilité qu'on donne au terrorisme et le type de visibilité qu'on lui donne. Or, il me semble que le terrorisme occupe beaucoup l'espace médiatique, mais en réalité, sa judiciarisation est très peu vue dans l'espace médiatique ou l'espace visible. On peut se demander si ce ne serait pas une manière de rééquilibrer, peut-être que ça contribuerait à avoir moins de discours complètement, je ne sais pas, à lutter contre une forme d'hystérisation du débat. Peut-être que ça pourrait y participer, je ne suis pas sûr, mais peut-être. En tout cas, c'est très excitant de voir le projet actuel et de voir comment ça va se développer. Et je ne sais pas si le projet actuel prévoit que soit diffusé en fait ce genre de procès-là. Pas forcément d'ailleurs. Peut-être une remarque pour boucler avec 2-3 points que vous avez dit, et puis aussi parce que l'heure avance. Donc, vous avez mentionné plusieurs fois alors, différents points. C'était très intéressant, toutes ces réflexions, effectivement, sur la différence entre archives historiques, procès historiques, et puis procès portant sur des faits historiques également. Donc là, on est vraiment au cœur du sujet, et c'est vrai que c'est des questions qui sont régulièrement soulevées chaque fois que certaines personnes justement viennent voir l'exposition. On est vraiment au cœur voilà, de ce que voulait Robert Badinter en créant des documents d'histoire. Hein. Vous avez souligné voilà, parfois une différence qui pour moi n'existe pas, mais entre documents et archives. Mais en tout cas, voilà, on est bien dans toutes ces problématiques et avec la perspective de la nouvelle loi, on est vraiment dans autre chose, puisqu'on est dans l'intérêt du public, donc dans une qualification qui est un peu différente et qui pose tout à fait, vous avez vraiment raison de le souligner, la question de savoir qu'est-ce qui va être filmé. Donc, qu'est-ce qui va être filmé comme typologie de procès? Qu'est-ce qui va être filmé
à l'intérieur d'un procès nommé, c'est-à-dire que là, le principe dans les archives audiovisuelles de la justice, et c'est ce qui en fait aussi c'est ce qui concourt aussi au caractère exceptionnel, c'est que c'est l'intégralité du procès sans coupe qui est enregistrée et qui peut être restituée. Tandis que là, voilà, est-ce qu'on est aussi dans cette perspective ou est-ce qu'on est dans un choix qui serait orienté pour une diffusion télévisée? C'est vrai que quand voilà, notre ministre de la Justice a pris la tâche d'un certain nombre de diffuseurs, c'est ce que ça laisse penser. En même temps, il y a eu un précédent, puisque pour le procès Barbie, c'est un procès qui a été diffusé en intégralité à la télévision, à raison d'épisodes de 1 heure. Mais donc, voilà, les téléspectateurs ont eu l'occasion de voir un procès dont l'issue ne constituait pas le point d'orgue, voilà, le suspense de ce procès, puisqu'on ne le connaissait jamais. En tout cas, il y a eu vraiment une bonne audience, et donc ça, voilà, en tout cas, ça a tenu le spectateur en haleine. Donc, pourquoi pas refaire la même chose pour d'autres procès. Non, je voulais revenir aussi sur un point que vous aviez souligné, la question des rushs. Alors, je voulais dire que ces procès-là n'ont pas de rush. Hein. C'est-à-dire que la régie, effectivement, fonctionne avec plusieurs caméras. Pour le procès des attentats de janvier 2015, chaque caméra pouvait faire 3 plans, alors que sur les précédents procès, chaque caméra faisait un seul plan. Donc là, effectivement, il y a une grande richesse de plans, parce que, comme vous l'avez souligné, le ministère de la Justice a été attentif à ce qu'on a souligné, qui était l'importance de créer un peu plus d'informations et donc effectivement de parfois quitter le droit fil de la parole pour donner l'image en quelque sorte à des scènes qui sont visibles quand on est dans le prétoire, mais qui sinon échappent à l'enregistrement parce que des personnes ne parlent pas. Donc en fait, les plans qui sont sélectionnés sont ceux qui sont mixés en direct. On est vraiment sur un vrai travail de plateau télévisé. Hein, on est sur du direct, donc il n'y a aucune rush. De ce fait, l'enregistrement du procès, quand il est terminé par la suspension temporaire d'une audience ou la suspension définitive en fin de journée, une journée, donc ça peut être 2, 3, 4, 5, 6 procès, tout dépend le nombre de suspensions qu'il y a eu dans une journée, ces 6 enregistrements, enfin c'est plutôt ces 5 enregistrements formeront voilà, les archives audiovisuelles, mais il n'y a rien d'autre. Hein. Donc voilà, donc c'est un petit peu particulier comme constitution d'archives, c'est une des nombreuses particularités tout à fait exceptionnelles de ces documents. Oui, par rush, je voulais parler en fait de ceux qui seront filmés dans le cadre de la réforme de la justice actuelle, parce que je me demandais, parce qu'il va y avoir un enregistrement, j'imagine, intégral, et apparemment, selon ce qu'a dit, enfin, je ne sais pas s'il sera intégral d'ailleurs, mais selon ce qu'a dit le ministre en commission des lois, c'était que des fragments seraient prélevés pour former des émissions. Donc, par eux, je voulais parler de la captation, en fait, tout simplement. Mais enfin, à votre tête, je vois qu'on ne sait ni ce qui va être filmé dans quelle proportion, ni ce qui va être retenu, ni où ça ira. Donc, là, on est en plein dans le débat législatif, voilà, qui commence tout juste. Donc, on verra effectivement comment le législateur se saisit de cette loi, ce qu'il en fait. Comment elle est votée à l'Assemblée nationale, au Sénat, voilà, quel sera le texte définitif. C'est vrai que pour l'instant, il est très très bref, il ne dit pas grand-chose. Et puis surtout, au-delà de la loi, on verra le décret d'application, parce que ça, c'est aussi une autre dimension. Et troisième niveau, on verra surtout l'application qui sera faite. Voilà, parce que il y a quand même de nombreux exemples de lois et décrets qui donnent une lecture intéressante en droit
d'un problème de société ou d'un problème politique ou économique, enfin peu importe le champ couvert, mais qui n'ont pas forcément une application. Donc, voilà, enfin, je parle vraiment sous ton contrôle, Ninon, mais je pense que ça sera vraiment intéressant de voir dans les mois qui viennent comment tout ça va évoluer, surtout que on va avoir, est-ce que, comme voilà, on sait déjà que le procès des attentats de novembre 2015 va être filmé, est-ce que ce contexte va jouer aussi, va influencer la loi, les décrets et l'application, comme finalement le procès Barbie a été une toile de fond qui a influencé forcément la loi. Est-ce que ça va avoir un rôle voilà, ça va être intéressant à regarder, en tout cas à observer. Oui, c'est très vrai ce que vous dites parce que, en plus, là, j'analysais aujourd'hui le procès comme étant vrai, enfin le fonds d'archives comme étant créé ad hoc pour le procès Barbie. Mais à l'inverse, aujourd'hui, j'aurais pas dit spontanément que la réforme de la justice était faite pour le procès du 13 novembre. Donc, comme quoi, on lit les choses dans le futur. Ninon, tu voulais dire quelque chose, puis peut-être que Christian, après, tu concluras pour pas... Là, je vois, il est 19h15. Et ce sera très rapide, mais je voulais juste revenir sur ce que j'ai ressenti en vous écoutant, en écoutant la toute fin. Quand vous parlez du droit fil de la parole et que vous faites des propositions pour qu'on puisse capter davantage finalement. Et je me suis dit que là, vous-même, vous aviez été témoin de ce qui manquait, hein, de ce qui échappait à la caméra. Et je pense que en tant qu'historien, on y sera tous sensibles. C'est que on ne pourra jamais tout enregistrer, on ne pourra jamais tout conserver, et que tout l'intérêt du travail historique reste aussi dans la diversité des sources que l'on emploie pour raconter, pour faire le récit d'un événement. Et voilà tout l'intérêt d'aller voir du côté des artistes, du côté des littéraires, du côté des historiens, du côté des images, pour essayer de couvrir du mieux possible ce qu'est l'événement judiciaire. Et ce que vous nous avez dit ce soir vient me conforter dans cet esprit. Voilà ce que je voulais dire. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, même si il y a beaucoup de caméras et que ça ressemble à un dispositif panoptique, c'est peut-être pas le but non plus que tout, même n'importe quel froncement de sourcil, rien n'échappe. Quelqu'un dans la salle aura vu le froncement de sourcil, et puis on aura une image, et puis on aura une chronique judiciaire qui nous dira à ce moment-là, il y a eu froncement de sourcil, et l'historien, en confrontant les deux sources, aura... voilà, donc il y aura toujours quelque chose qui échappera à la caméra, ou qui échappera à l'œil du chroniqueur, mais en ramassant tous les éléments très épars que l'on trouve, eh bien, on pourra continuer à dresser une histoire, jamais complète, bien entendu, jamais exhaustive, mais la plus aboutie possible. Oui, tout à fait. Et puis, il faut dire que même si on a pointé des manquements, c'était une très bonne captation, puisque pour ma part, j'ai jamais été dans le prétoire et j'ai l'impression d'avoir bien suivi le procès, donc bon, c'est bien filmé. Bien, ben donc, il me revient de conclure et ce sera avec un grand plaisir, évidemment. C'est la première fois que je discute publiquement avec Alexis et Maxime de leur travail. Je suis sûr qu'il y aura d'autres occasions de continuer à le faire. Alors, Louise, tout à l'heure, a évoqué la question de votre ressenti. C'était intéressant parce que, d'une certaine manière, dans le moment de l'écriture, mes interventions sur votre texte ont souvent consisté parfois à éloigner un petit peu la dimension de ressenti pour être davantage sur l'écriture dite académique, avec la question du jeu, savoir si vous parliez à la première personne ou non.
Il me semble que l'expérience que vous avez suivie a d'abord bénéficié d'une circonstance exceptionnelle et complètement inédite, qui est que vous avez vu un procès à travers la médiation d'un document qui a une vocation d'archive. Enfin, c'est-à-dire qu'au fond, vous auriez très bien pu aller le voir, ce document, quand il sera disponible, sous dérogation, mais là, au fond, donc, du coup, votre regard était à la fois, évidemment, vers ce que cette archive filmée vous donnait à voir, avec toute la réflexion sur les conditions du filmage, le cahier des charges, mais en même temps permettait d'entrer dans la matière du procès, ce qui ne créait pas simplement, je dirais, une étude qui serait technique sur la question du filmage, mais au fond qui montrait bien comment à travers cette question-là et à travers la vision de cette médiation, vous pouviez entrer dans un certain nombre de détails de ce procès. Donc je dirais qu'il y a effectivement le ressenti pendant le procès, et ça me fait penser que dans les petits messages que vous m'envoyez pendant la durée du procès, en particulier quand il y a eu le premier attentat dans les anciens locaux de Charlie et ensuite l'attentat de Nice, je me suis dit, tiens, qu'il y aurait peut-être quelque chose qui serait intéressant justement du point de vue de ces petites choses qu'on échangeait qui rentraient, qui ne sont pas rentrées dans le rapport proprement dit, mais qui étaient là. Ensuite, je pense que votre travail est vraiment intéressant dans la mesure où vous avez essayé d'avoir une vision très réflexive de quelque chose que vous avez suivi dans le quotidien, ce qui est absolument pas évident à faire, puisqu'en général, on a, si ce n'est une distance dans le temps, mais au moins du temps entre le moment où on assiste à quelque chose et le moment où on écrit dessus. Alors, je voudrais repartir au fond, dans ma conclusion qui sera très courte, sur cette notion d'intérêt public récente, puisqu'au fond, on vient de la découvrir à travers ce projet de loi. Il peut y avoir un intérêt public de filmer des procès. OK. Qu'est-ce que c'est que cet intérêt public? Et à partir de là, vous avez bien montré que, justement, on ne dit jamais qu'il y a un intérêt historique, quoi. On ne le dit pas comme ça, en tout cas. On dit qu'il y a un intérêt pour la constitution d'une archive. Alors, bon, je ne reviens pas sur les débats que vous avez montrés, mais qui signale quand même quelque chose qui, là aussi, est assez rare. C'est-à-dire qu'en règle générale, les archives sont des documents qui ne sont pas produits pour devenir des archives. Ce sont des documents qui sont produits dans la vie nationale, à quelque échelon que ce soit, et qui ensuite sont archivés. Donc, ils n'ont pas été créés en fonction d'une possibilité d'archivage, mais par rapport à une activité, je dirais, qui intervient. Donc, je pense que c'est ce volontarisme-là de créer une archive est toujours problématique. Parce que forcément, il faut le justifier, il faut le légitimer, il faut lui donner un sens, d'où cette hiérarchie que vous avez mentionnée entre le choix de filmer certains procès, de ne pas en filmer d'autres, ce qui vous paraissait contradictoire dans la mesure où les uns pouvaient tout à fait éclairer les autres dans un rapport de réciprocité. Ensuite, quand vous avez cité le cas du procès Barbie, il y a une autre idée qui a été évoquée qui me semble extrêmement intéressante et qui va rejoindre cette question de l'archivage. Le procès Barbie n'a pu avoir lieu que parce que Barbie était accusée de complicité ou de crimes contre l'humanité, crimes qui sont imprescriptibles. Mais dans le contexte où on se situe à l'époque, le procès Barbie était autant attendu par les anciens résistants, en particulier pour la mort de Jean Moulin sous la torture, que par les survivants de la Shoah. Et je dirais même que le groupe de pression, disons, des anciens résistants était si fort que pour eux, ça n'était pas suffisant que Barbie ne soit jugé que pour ces crimes-là sous prétexte de l'imprescriptibilité. Donc il y a eu une déformation, comme l'explique très bien Henri Rousseau, de l'objectif du procès pour inclure malgré tout ces crimes-là. Donc cette question de l'imprescriptibilité sur laquelle Yann Thomas a beaucoup travaillé me semble avoir un lien intéressant avec l'idée de l'archive pérenne. Au fond, c'est peut-être ça la constitution d'une archive historique. C'est la constitution d'une archive dont les moyens mis à disposition de cette création d'archives vont correspondre à la pérennité de cette archive. C'est-à-dire, au fond, elle va pas être valable une fois ou deux, mais elle va être valable sur une longue durée. Et je pense que ce rapport d'imprescriptibilité du crime et de pérennité de l'archive va tout à fait dans le sens de ce que vous avez évoqué. Mais là se pose évidemment une autre question,
que vous avez évoqué à travers précisément ce qu'on avait vu avec Madame Simeoni, c'est-à-dire la question des témoins de contexte. Pourquoi n'y a-t-il pas de témoins de contexte? Alors, vous avez fourni un certain nombre de réponses, mais on pourrait dire la chose suivante. Il n'y a pas de témoins de contexte parce que l'événement n'est pas encore historique dans ce que Paul Ricoeur appelle sa clôture. C'est-à-dire, au fond, l'événement n'est pas terminé. Et ça, je pense que tout le monde en a bien conscience, c'est le procès. Alors, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, enfin, pas heureusement de toute façon, mais le procès s'est trouvé aussi dans cette prolongation, dans ce prolongement de ce dont il avait à juger, puisque des attentats ont été commis pendant qu'il se déroulait. Donc, il y a là quelque chose qui est intéressant. C'est la raison pour laquelle la réponse des magistrats, c'est on a besoin de policiers et autres, c'est-à-dire on a besoin d'éléments strictement événementiels, d'une succession d'événements qui se sont produits qu'on peut décrire, et non pas, parce que c'est trop tôt, parce que l'événement n'est pas clos, de quelque chose en surplomb qui serait, voilà, ça a été ça, les attentats terroristes, et donc on peut y aller. Et la troisième chose, et je terminerai là-dessus, c'est que d'un côté, il y a quelque chose qui tend vers la pérennité en lien avec une possible imprescriptibilité, et de l'autre, il y a quelque chose qui est dans l'immédiateté et qui justifie éventuellement la question de la diffusion sous une forme ou sous une autre dans l'enjeu social que nous avons défini dans l'exposition, à savoir, est-ce que le procès est en mesure d'apaiser la mémoire traumatique? Est-ce que les parties civiles venant à la barre vont pouvoir composer avec leur douleur? Est-ce que le procès va avoir une fonction thérapeutique par-delà ou à côté de sa fonction judiciaire? Ce qui pose aussi le rapport individuel-collectif. Et une dernière chose pour conclure, vous avez évoqué le chaos du quotidien au fond du procès. Le fait que vous imaginiez que le procès allait éclaircir les choses puisqu'il y a un dossier, qu'on juge des personnes, qu'on établit des faits, etc. Et votre impression est contraire. Et là, Alexis, vous avez quand même suggéré que le filmage, la diffusion, et donc ce que j'appellerais moi la diffusion documentarisée, c'est-à-dire avec des commentaires, etc., sous une forme restreinte, pourrait au fond, comme les chroniques de Yannick Enel, donner un sens à quelque chose qui nous échappe parce que justement ça ouvre davantage que ça ne ferme, même si à la fin il y a un jugement. Et ça me fait penser à cette citation d'Italo Calvino que j'aime énormément, où pendant les années 30, sous le fascisme, en Italie, il était jeune, il ne comprenait pas ce qui se passait et qu'il disait que quand il allait au cinéma, il était fasciné par le fait que tout prenait place, que le réel, au fond, devenait lisible, que les choses se mettaient en jointure. Et donc, peut-être que l'image a cette fonction-là. Voilà. Et ce serait la meilleure manière d'honorer le travail que vous avez fait que de le dire, puisque c'est à travers ce filmage que vous avez réussi à en tirer cette vision réflexive. Très bien. Merci beaucoup. Et merci pour toutes les questions. Il y a un côté plus objectif dans tout cela, mais comment faire autrement? Je suis évidemment très soucieux de la réussite, ça c'est sûr, et de la visibilité de ce que vous avez fait. Mais je pense que ça pose vraiment des questions qui sont au cœur de la problématique, je crois. Donc Martine, je te laisse conclure. Oui, très très brièvement parce que voilà, tu l'as déjà fait. Non, moi je conclus surtout pour annoncer le programme selon la répartition des rôles maintenant bien rodée de notre webinaire. D'abord, à nouveau un grand merci à Alexis et Maxime, voilà, de nous avoir fait part du rapport, de votre vécu au cours du procès. C'était vraiment très très intéressant et vraiment encore merci d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Donc dans les webinaires à venir, donc je vous annonçais une prochaine séance pour la deuxième quinzaine de mai autour du procès dit Pinochet
avec l'Association des ex-prisonniers politiques chiliens en France et Sophie Tonon, qui a été donc avocate des parties civiles une des avocates, voilà, sur ce procès. Alors, la date n'est pas encore fixée, donc dès que j'ai cette information, comme d'habitude, de toute façon, je vous l'enverrai par mail. Et si jamais cette séance ne pouvait pas se tenir d'ici la fin de ce mois, elle sera reportée sur la deuxième quinzaine de juin, puisque le 4 juin, donc début juin, est déjà pris par une table ronde. Donc là, c'est la première fois qu'on fait ce webinaire sur cette forme-là, parce qu'on va inviter, je crois, les personnes qui doivent assister au plus grand nombre de procès dans leur carrière, c'est-à-dire, je veux parler des journalistes judiciaires. Et donc, nous allons avoir la très grande chance d'avoir Florence Thurm, donc de France Culture, Corinne Audouin de France Inter, Pascal Robert Dillard du Monde, voilà, qui vont discuter avec nous d'un certain nombre de questions qu'on évoque depuis ces webinaires, avec un angle de vue très différent, très particulier. On peut déjà vous l'annoncer parce qu'on a visité l'exposition avec elle. Et voilà, et c'était vraiment une autre façon d'envisager les choses. Donc, ça promet un débat très riche. Et voilà, et j'espère que vous serez présents et voilà, vous préparez plein de questions parce que je pense que la discussion peut être assez animée. Donc, je vous souhaite en tout cas une bonne soirée. Merci encore d'avoir été avec nous et à très bientôt. Merci à tout le monde. Au revoir.